Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. J'ai le plaisir de savoir aujourd'hui dans le cadre de ce cours qui s'intitule les contrats spéciaux, dans lesquels on va essayer justement d'étudier, d'analyser quel contrat qui est le plus existé dans le monde des affaires. On va commencer d'abord par le contrat de vente parce que le contrat de vente est le plus utilisé dans le monde des affaires. Et après justement, on la base sur le contrat de distribution parce que le contrat de distribution est extrêmement important et stratégique et déjà la distribution est la manière la plus organisée de la commercialisation des produits. Alors, qui dit contrat, dit société. Qui dit société, dit entreprise. Qui dit entreprise, dit commerçant. Et qui dit commerçant, dit marché. Et qui dit marché, dit économie. Au Maroc, nous avons plusieurs accords et traités avec plusieurs pays, comme les États-Unis, la Turquie, l'Union européenne et plusieurs pays africains. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les entreprises marocaines sont capables de jouer devant la concurrence face à face aux entreprises européennes qui ont une surplace financière très large et un savoir-faire extrêmement important. Nous savons que l'économie marocaine est hybride, divise à une économie formelle déclarée identifiée par la loi et surtout par le droit fiscal, et aussi nous avons une économie informelle qui n'est pas déclarée. Donc, nous avons une économie jeune considérée comme un bébé qui doit apprendre à marcher. Si on dit ça, c'est pour justement dire qu'une économie pareille, c'est en principe doit aiser sur des compétences extrêmement formelles. Ces compétences sont diversifiées et nous avons besoin des compétences en matière économique et surtout en matière de droit. Donc, le contrat de vente est un contrat par lequel un vendeur en principe transmet ou transfère la propriété d'un bien ou d'une chose à un acheteur en contrepartie d'un prix qui ce dernier s'oblige à payer. Donc le contrat de vente, comme tous les contrats, obéit à des conditions du fond, mais et surtout à des conditions du forme. S'agissant des conditions du fond, le contrat de vente pour être valable, il doit réunir les éléments nécessaires pour la validité qui est déclarée dans l'article 2 des Daher des obligations et des contrats. Ainsi, le contrat de vente se caractérise par 2 éléments primordiaux et 4 éléments constitutifs. Disons, conditions de la licité du contrat de vente. Bon, nous avons d'abord la chose objet de la vente et nous devons dire que ce qui est de la détermination de la chose, il faudrait absolument savoir la nature de la chose influence en quelque sorte et souvent le régime de la vente. Cette dernière peut porter en quelque sorte sur des choses plus en plus nombreuses en fonction de l'activité humaine qui ne cesse de s'étendre. Néanmoins, quelle que soit sa nature, la chose vendue ne doit pas en quelque sorte sortir du cadre prévu par l'article 484. Une chose doit être admise juridiquement dans le commerce pour que la vente soit valable. Par exemple, la vente de drogue, que pour cette vente est illégale. Ensuite, nous devons dire que la chose vendue doit être aussi déterminée ou déterminable. Bien sûr, à savoir que la détermination de la chose ne soulève à point de problème et aussi il suffit d'un soit désigné par le contrat puisque le bien présente des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres. Exemple, celui des immeubles immatriculés. Dans ce sens, il faudrait bien sûr spécifier le numéro de titre foncier. Ensuite, et en ce qui concerne les choses de genre qui peuvent être des choses futures, nous disons que la difficulté n'est pas plus grande. Pourquoi? Nous donnons un exemple. Des véhicules commandés, il suffit de déterminer le modèle et les options de la couleur pour déterminer la chose. Ainsi, il faudrait aussi savoir que l'acheteur acquiert du
plein droit la propriété de la chose vendue et supporte les risques dit que le prix est déterminé et dit qu'il y a un consentement des parties, comme le précise dans l'article 491 du DOC. Pour ce qui est de la vente, nous pouvons dire que la vente pour avoir pour objet d'une chose déterminée, quant à son espèce et ce cas des choses fongibles, sauf que ça n'est pas valable bien sûr par la désignation d'un homme, le poids, la mesure, la quantité et la qualité de la chose. Et cela bien sûr dans le souci déclarer le consentement donné par les parties comme l'indique l'article 486 du DOC, derrière des obligations et des contrats. C'est ainsi que l'article 490 dit derrière des obligations et des contrats détermine les conditions de la vente. Cette vente qui est faite en bloc et qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix sont égales au nombre, au poids ou à la mesure, sauf le cas, c'est nécessaire de déterminer le prix total, à savoir que le prix, c'est la somme d'argent que l'acheteur donne au vendeur en contrepartie l'annulation de la chose vendue. Alors, cette vente en principe est considérée comme parfaite, même si les choses qui en font l'objet n'aient pas été pensées ou n'aient pas été précisées, comptées, mesurées. Pour ce qui est de l'individualisation de la chose, ici nous devons dire que se perd par l'indication du lieu où il se trouve. Ainsi, les risques restent à la charge d'un vendeur jusqu'à leur complète maturation, et cela peut être expliqué par la nécessité de protéger l'acheteur contre la mauvaise foi, en quelque sorte, et ou la négligence du vendeur. Ensuite, et en ce qui concerne la vente de la chose d'autrui, en principe et selon l'article 485 des derrière des obligations et des contrats, on ne peut pas la vendre que sous deux conditions. Pour ce qui est de la première condition, nous disons que la vente doit être ratifiée par le maître de la chose. Deuxième condition, nous disons que la vente est valable lorsque le vendeur parvient en quelque sorte à acquérir la propriété de la chose avant la date fixée pour la délivrance, tout simplement. Ensuite, et pour ce qui est de l'accord sur le prix, il faudrait préciser le prix constitue un élément essentiel à la vente. Il constitue ou la plutôt, nous disons il consiste la somme d'argent que l'acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de la chose vendue. Ensuite, comme la chose, le prix lui aussi doit répondre à une certaine condition, à savoir que premièrement, le prix doit être déterminé. Pourquoi le prix doit être déterminé? En principe, les parties du contrat fixent habituellement le prix à payer ou prévoient un moyen de le déterminer. Si toutefois ce n'est pas le cas, le présent article présume que les parties se sont référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion de contrat. Ainsi, dans la branche commerciale, considérée par exemple pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables, d'autre part, à moins que le prix ne fût connu des contractants, on ne peut en rapporter les déterminations à un tiers, ni acheter au prix payé par un tiers. Or, la clause d'un contrat de vente, qui en principe charge des experts ou des arbitres qui ont déterminé le prix, est une condition de fond de ce contrat et consacre en principe de l'autonomie de la volonté. Il faudrait savoir que les parties peuvent donc déroger à l'exposition de l'article 487 conformément à la jurisprudence. En quelque sorte,
Deuxièmement, le prix. S'il n'est pas déterminé en principe, ce prix doit être déterminable, c'est-à-dire le contrat doit présenter les éléments scientifiques capables de rendre le prix déterminable. Ainsi, et pour être clair, nous disons, si le prix n'est pas déterminé dans le contrat, ce dernier doit contenir les éléments objectifs qui permettent en quelque sorte d'un chiffre et du montant de prix qui doit donner l'acheteur au vendeur. Ainsi, la première condition indispensable à la détermination du prix est l'existence d'un ou dans le contrat des clauses spéciales qui indiquent les éléments objectifs choisis par les parties comme éléments de référence pour la fixation ultérieure du prix, et dans ce sens, l'article 487 interdit la détermination du prix par un tiers. Troisièmement, mademoiselles, messieurs, le prix doit être sérieux et réel. Pour la vente soit valable, le prix réel et le prix effectif, convenu entre les parties. Aussi, le prix est sérieux lorsqu'il n'est pas dérisoire et interdit, et surtout dans le cadre de la loi 104/12. Bon, le prix en principe se considérait comme dérisoire, il entraîne dans la vente à perte. Après, nous avons justement un élément très important dans le cadre de la formation du contrat, qui est autre que le consentement. La vente est conclue dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, et cette vente entre professionnels peut être précédée de promesses. Dans ce dernier cas, il y a un engagement de vente et engagement d'acheter. Ainsi, une fois les parties sont d'accord sur les principaux éléments du contrat, la promesse en quelque sorte vaut alors vente. Quand cette promesse est synallagmatique, n'est pas unilatérale, les conditions générales de la vente et d'achat ont un rôle essentiel. Nous mentionnons qu'entre les commerçants, une position de contracter ne constitue pas une offre que si indique la volonté de son auteur d'être lié un cas d'acceptation, et l'acceptation en principe doit émaner d'une déclaration ou un comportement, mais jamais du silence. Parce que dans le contrat de vente, le consentement, il doit traduit par un accord écrit, un contrat écrit. Ensuite, il faudrait dire que le silence d'un destinataire de l'offre vaut souvent acceptation de cette dernière, mais dans certaines conditions bien déterminées. Sinon, ne vaut pas acceptation. Cette exception est valable que lorsqu'il y a des conditions spécifiques qui rendent la chose en principe valable. Dans tous les cas, la vente ne forme mais soumise à une condition. Par exemple, le consentement des parties est un élément fondamental. C'est la rencontre d'une offre et de l'acceptation concordance sur tous les points à partir du moment que l'offre en principe se rencontre avec l'acceptation, où on peut considérer que le contrat formé. Ensuite, le consentement des parties doit exister. Il ne doit pas être vicié par les vices du consentement qui sont le dol, l'erreur, la lésion et la violence. Ce consentement doit être libre et clair et doit être surtout exprimé. Il y a le principe de l'extériorité. Lorsque le consentement ne doit pas être exprimé,
la vente est considérée comme une vente forcée, qui est interdite. Ensuite, nous avons la capacité. Les parties doivent avoir la capacité d'aligner le bien, l'objet de contrat. Par exemple, est un bien inaliénable qui n'a pas de propriétaire. De même, la vente de la chose d'autrui est nulle si ce que ressort de l'article 485 dit derrière des obligations et des contrats, sauf bien sûr ratification de la vente par le propriétaire ou l'acquisition de la chose par le vendeur. À partir de là, je vous remercie de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.